Hey, salut Guillaume, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut Euh, Jerry. Salut, tu es Head of Gaming, eSports et surtout Web3 au sein de la marque de voitures Alpine et de l'écurie aussi de Formule 1 Alpine F1. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Alpine? Ah, on commence directement avec l'âge, je Bien vois, c'est sûr. le détail. Écoute, moi j'ai 28 ans, ça fait 6 ans que je suis, et environ 7 ans que je suis au sein du groupe Renault, 6 ans que je suis au sein de notre écurie de Formule 1, donc avant chez Renault F1 Team et maintenant chez Alpine F1 Team. Alpine, c'est une marque globale, donc on fait des voitures, on fait de la course d'endurance avec les 24 heures du Mans aussi très connu, et on fait de la Formule 1. Et donc, voilà, moi ça fait 6 ans que je travaille du coup chez Alpine. Je me suis occupé de pas mal de sujets comme le sponsoring en Formule 1, des partenariats, l'e-sport, le gaming et du coup un peu maintenant voilà du Web 3. Donc voilà, c'est un univers assez fun, convergeant de plusieurs nouvelles technologies et comme Alpine est une marque très technologique euh, et une marque un peu avant-gardiste comme on aime le dire, ça fit très bien. Voilà. Et j'ai l'impression que tu as un rôle ouais, très transversal hein, chez Alpine et très large, parce que tu disais, hein, tu gères à la fois le gaming, le e-sport et le Web3. J'imagine aussi que c'est des sujets qui se recoupent pas mal. Exactement, exactement. On arrive à les regrouper pas mal. Il y a des notions de fan engagement dans le Web3, on le verra peut-être plus tard, sur lesquelles on peut faire pas mal de tests dans l'e-sport et dans le gaming. Et puis il y a pas mal de notions de gaming aussi via le Web3. Donc c'est des milieux qui se complètent. Voilà. Ok. Je te propose peut-être qu'on vienne un peu sur les différentes opérations que tu as Bien sûr. coordonnées avec Alpine, notamment F1, que ce soit sur le niveau des NFT, des tokens, au niveau de la blockchain de manière générale. Euh, mais avant ça, peut-être déjà, est-ce que tu peux m'expliquer comment Alpine s'est dit, tiens, on va se lancer dans la blockchain et on va commencer Mhm. à mener des opérations dans ce secteur? Alors ça commence déjà il y a plusieurs années, là où en fait, en tant qu'écurie de Formule 1, tu cherches toujours des moyens d'aller améliorer ta performance. Donc, ça fait pas mal d'années qu'on travaille sur l'intelligence artificielle, qu'on travaille sur pas mal de la data science, pas mal de sujets comme ça. Et le sujet de la blockchain est venu assez vite hein, sur pas mal d'applications. Je pourrais pas forcément en parler en détail aujourd'hui, mais en gros, c'est venu pas mal comme ça. Et donc, la recherche de partenaires pour nous aider sur cette technologie-là est venue un peu comme ça, au courant des années 2016-2017. Euh, et derrière, avec le bull market lié au Covid aussi, qu'il y a eu dans le monde de la crypto en général, plein de boîtes qui sont comment dire, intéressées à la Formule 1 en tant que plateforme pour aller mettre en avant leurs produits et services, notamment liés au Web3. Aujourd'hui, on a la plupart des grands exchange plateformes qui sont sponsors d'équipes d'F1 ou du championnat de Formule 1. Donc, c'est un gros milieu qui attire beaucoup de marques Web3. Donc, nous, on s'intéressait déjà à ça avant. On a fait un premier cas d'étude en fait en 2000, début 2021 avec une boîte qui développe pas mal de jeux vidéo Play to Earn qui s'appelle Animoca Brands. Donc c'est un énorme studio et ils ont fait pas mal de jeux de course. Ils avaient un jeu de course à l'époque licencié avec la F1 qui s'appelait F1 Delta Time. Et ils avaient un autre jeu avec des voitures. Voilà, tu achètes ta voiture en NFT, tu fais du time trail avec une manette liée à ton ordinateur sur une page web normale. Et si tu es rapide, tu peux gagner de la crypto native du développeur qui était, je crois, le Rêve Token ou un truc comme ça. Et donc nous, on s'est dit, oh, tiens, on va faire un truc marrant, on va aller dans le milieu, on va tester ce que ça donne. À l'époque, tu sais, tu avais pas mal d'artistes, dont Beeple, qui vendaient des trucs pour des millions. On s'est dit, bon, est-ce que Alpine, on ferait pas un petit truc sympa pour les gens qui aiment bien cette industrie et ce modèle-là. Et donc, on a travaillé avec un artiste indépendant qui s'appelle Arsenic Ostromin, qui avait designé à l'époque une voiture dérivée de la nôtre, de l'Alpine A110, qui s'appelle la Alpine GTA. Et donc, en collaborant avec lui et avec Animoca Brands, on a designé 5 livrées différentes, 5 designs de véhicules sur ce véhicule, designé par un designer indépendant. Ça fait beaucoup de design dans la phrase, mais et donc on a travaillé ensemble et donc on a sorti ces 5 véhicules NFT en fait, qui au final sont des voitures de jeux vidéo, hein, et qu'on a vendu en fait aux enchères sur OpenSea avec Animoca Brands. Et donc ces voitures étaient un peu plus spécifiques, un peu plus rares. Il n'y en a que 5 en tout, mais avec des designs différents.
dont une avec les coordonnées du Mont Blanc dans le design. Donc, on a essayé de faire un truc assez cool. Et donc, ces 5 véhicules se sont vendus pour environ l'équivalent en dollars de 300 000 dollars en tout aux enchères. Et donc, ça s'est super bien passé. En interne, notre management qui commence à se poser des questions. Les mecs, ils arrivent à vendre des voitures de jeux vidéo plus chères que nos voitures qu'on vend dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc ça, c'est le premier drop qu'on a fait. Et je crois qu'on était un des premiers manufacturiers automobiles à se positionner un peu comme ça. C'était un peu voilà, quelque chose de nouveau pour l'automobile. Et l'ambition était plutôt d'amener quelque chose de sympa pour la communauté et les joueurs de Rave Racing plutôt que de faire un pas dans le Web3 pour devenir tendance, quoi. Ok. Pour préciser aussi ce que tu viens de dire, pas mal de choses. Animoca Brands, ouais, c'est le gros studio aussi qui est derrière The Sandbox, par exemple, qui a acheté The Ouais, Sandbox. Et donc, pour comprendre, c'est-à-dire que voilà, les gens qui ont acheté ces voitures-là pouvaient jouer après avec dans le jeu vidéo. exactement. Ils pouvaient jouer avec dans le jeu vidéo, donc c'est-à-dire rentabiliser leur investissement en gagnant des courses ou des contre-la-montre. Et donc ça, tu as des cash price un peu toutes les semaines, en fait. Donc, ils rentabilisent ça comme ça et tu peux aussi sous-louer ton véhicule. C'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent louer ton NFT pour ensuite aller rouler et gagner des courses, mais ils te payent un fee, en fait, pour pouvoir rouler avec. Et je discutais avec certains des investisseurs. Aujourd'hui, ils sont très contents. Ils ont fait x2 ou x3 sur leur investissement. Ah ouais, en plus. Ouais. Ok, excellent. Et tout de suite, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, comme dans la vraie vie, quand tu loues la voiture, elle peut être accidentée pendant la course ou non? C'est un jeu vidéo Non, et. non, Ok, ça reste comme un DLC d'un jeu vidéo, ok. finalement. Et, et c'est intéressant, tu parlais des partenariats entre les écuries de Formule 1 et les projets crypto. Ouais, Il y a une époque où j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de partenariats, jusqu'à la chute de FTX peut-être, hein. Par exemple, FTX, je crois que c'est le sponsor de Mercedes. ouais, c'était Et le à ce, sponsor de Mercedes, ouais. Et après, Ferrari, je crois, a mis fin à son contrat avec la blockchain Velas. Red Ouais, Bull a mis fin aussi avec la blockchain, à son contrat avec la blockchain Tezos. Tezos, ouais. Et quoi d'autre? Bon, j'ai vu qu'entre-temps, Kraken, par exemple, eux, ils ont fait un Soler partenariat et avec l'écurie. Williams. Exactement, avec l'écurie Williams. Et vous, de votre côté, vous êtes toujours en partenariat avec Binance. Et si Ouais. oui, voilà, en quoi consiste du coup ce partenariat? Est-ce que euh, je sais même pas, enfin, j'ai pas vu, mais est-ce que, par exemple, il y a marqué Binance sur vos voitures ou c'est vraiment plus des opérations Ouais, en bien sûr. dehors? Ok, Donc Binance est sponsor de notre écurie de Formule 1. Et en général, chez Alpine, on n'aime pas juste faire des partenariats, on met un logo sur une voiture. Il faut qu'on fasse un projet ensemble, qu'on travaille ensemble, parce que bah, c'est ça qui a vraiment de la valeur pour les deux marques. Et donc, notre projet, très rapidement, en fait, a été de mettre en place un fan token Alpine. Euh, une ambition, c'est de créer une grosse fan base pour la marque, qui est quand même assez... elle a une histoire, mais une histoire très forte en France, et on essaie de se développer en dehors de la France. Donc la F1 fait partie de ce programme. Et donc, on avait envie de créer un fan token, du coup, avec le meilleur partenaire. Et donc, qui de mieux placé que la plus grosse exchange plateforme au monde, Binance. Et du coup, là, ça nous a aidé à faire avancer les discussions. Et donc, on a lancé, en plus de ce partenariat, donc Binance est sponsor de notre écurie F1 et de notre écurie e-sport. Et donc, en plus de ce partenariat, on a lancé le fan token Alpine qui aujourd'hui euh, est dans le top 3 des fan tokens par market cap, euh, au même niveau que Manchester United ou le FC Barcelone, par exemple. ok. Donc, avec un D'ailleurs, market cap entre 25 et 30 millions de dollars. ok, excellent. Bah, d'ailleurs, ouais, on peut revenir là-dessus. Alors, déjà, est-ce que tu peux rapidement expliquer ce qu'est un fan token? En fait, c'est juste un jeton classique, mais pour les fans, hein, ça peut être En un club de gros, foot. en gros, on arrive voilà, ouais, sur un truc comme ça, où c'est quand on achète une action d'une entreprise, c'est comme si on possédait l'entreprise. Quand on achète un fan token, on possède une voix dans des votes qui sont liés à l'écurie ou à l'équipe de foot, par exemple. Donc, quand tu achètes deux fan tokens, l'équipe, toutes les semaines, elle va te donner des choix de vote sur la vie de l'équipe, le contenu de l'équipe, certaines couleurs, certains équipements des pilotes ou des joueurs. Et donc, et donc tu as deux, trois, quatre, 1000 voix pour influencer ces décisions. Et il y a plein de choses derrière d'utilité en plus que tu peux créer derrière pour les fans qui sont très intéressantes, tu vois, des cadeaux, des systèmes de Fantasy League. Donc il y a pas mal de choses
qu'on est en train de mettre en place derrière pour gamifier un peu ton expérience de fan et aussi avoir vraiment l'impression que tu fais partie de l'équipe au final. Et tu as des exemples de votes auxquels les fans peuvent déjà participer en ayant des fan tokens? Ouais, bien sûr. On a des exemples de type contenu. Si on a envie que notre team principal reprenne tout Instagram pour une journée, Instagram Takeover, ou bien ils peuvent choisir, tu vois, le design des chaussures d'Esteban Ocon pour le Grand Prix de France, design de casque. Donc, il y a pas mal de choses que les fans peuvent choisir grâce à ça. En plus d'avoir investir dans un token dont la valeur fluctue en fonction des résultats de l'écurie et en fonction aussi du marché global de la crypto et des NFT. Et c'est intéressant. Est-ce que d'ailleurs tu peux parler chiffres et par exemple révéler le montant du partenariat avec Binance et le montant que vous avez gagné avec les fan tokens, ou c'est des sujets un peu confidentiels? C'est des sujets confidentiels. Aujourd'hui, il y a un montant de sponsoring avec Binance, bien sûr, comme tout, qui est voilà, qui est ce qu'il est. On touche un petit peu via les fan tokens, mais aujourd'hui, c'est plus un projet de, euh, de marque et de fan d'engagement plutôt que de revenus. Donc aujourd'hui, on touche très peu avec l'équipe sur les fan tokens, si ce n'est que en fait, finalement, nous, on hold des fan tokens, nos propres fan tokens, et on n'a pas prévu de les dumper dans le, à moins de le faire à très très long terme. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que l'équipe hold son propre token et n'a pas prévu de le vendre. Et moi, je me pose aussi la question finalement par rapport à ce fan token, euh, est-ce qu'il a permis d'attirer finalement une autre cible Bien dans sûr. la F1 finalement? Et voilà, parce que j'imagine c'est pas forcément du public de la Formule 1 à la base qui utilise ce fan token, et encore que, mais un public qui était à la base plus branché blockchain, qui finalement s'est intéressé à Alpine par ce Ouais. biais-là. Ouais, bien sûr. À l'époque, Binance, alors ça a dû augmenter depuis, mais c'était entre 40 et 60 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Donc, c'est des gens qui connaissent peut-être la F1 et qui connaissent ou pas Alpine. Et donc, nous, ça nous permet aussi de toucher ces nouvelles personnes. On a fait notre Initial Token Offering sur la plateforme, le Launchpad Binance. Et donc, ça nous permet aussi voilà, d'informer cette audience très Web3, très crypto, investisseurs, etc., sur qu'est-ce qu'est l'équipe de Formule 1 Alpine et qu'est-ce que fait l'équipe de Formule 1 Alpine avec Binance. Donc, on fait aussi pas mal de Binance Live, de Ask Me Anything. On a du contenu e-sport, des courses qui sont broadcastées sur Binance. Donc, en fait, on a aussi vocation à aller chercher cette nouvelle audience aussi, qui peut devenir fan d'Alpine et peut-être un jour acheter une voiture aussi. Ok, excellent. Et toi, comment tu vois la roadmap pour les années, les mois, les années à venir sur ce fan token? C'est vraiment rajouter de l'utilité en fait, soit au Ouais, niveau des votes et au niveau aussi des cadeaux, des avantages. ouais, on travaille sur plusieurs choses. Donc, il y a cette histoire de Fantasy League, c'est-à-dire tu peux, euh, tu vois, sans prendre de risque de perdre de l'argent, faire d'une sorte de betting sur, j'aime pas ce mot-là, mais de faire une sorte de betting sur quel sera le résultat de qualification de Pierre Gasly ou d'Esteban Ocon. Et si tu réponds bien, tu peux gagner forcément des tokens ou des rewards ou des cadeaux, des choses comme ça, on aime bien. Et on aimerait bien aussi, voilà, sur le principe du Web3, le principe du Web3 aussi, c'est de donner de la force à tes fans et à ta communauté, et de la force de décision. Et on aimerait bien aller plus loin que ça, et finalement, porter ce projet avec eux. Et donc, on travaille aujourd'hui sur une opportunité d'avoir des différents fan levels où finalement ce seraient les fans qui décideraient où est-ce qu'on alloue du budget pour augmenter l'utilité des fan tokens, qu'est-ce qu'on prévoit comme activation, comme activité et comme opportunité pour les fans, décidé par les fans finalement pour Alpine et pour Binance. Et donc franchement, c'est vraiment intéressant pour nous parce que on n'est pas là dans le Web3 pour faire des bénéfices ou quoi que ce soit, on est là pour vraiment euh, parler et créer vraiment une communauté forte qui puisse porter le projet par elle-même. Ok, c'est vraiment intéressant. Moi, je me rends pas trop compte, mais du coup, est-ce qu'il y a c'est quoi le niveau d'engagement en fait de ces fans avec le fan token? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment actifs tous les jours? Alors, aujourd'hui, on a un certain niveau de volume de trading. Il faudrait que je regarde sur CoinMarketCap. Mais en gros, il y a deux types de fans. Trois types, on va dire. Il y a l'investisseur long terme,
qui est fan de l'équipe, qui investit à long terme, qui a acheté des tokens au début et qui les garde parce qu'il pense que notre roadmap est la bonne et donc que le token prendra de la valeur. Il y a le trader, qui a aussi voilà, des gens qui sont là pour trader le token, qui peut fluctuer assez vite, parce que bah, c'est pas forcément un Ethereum ou un Bitcoin, donc ça reste un token dans le top 500, donc ça peut bouger assez vite avec des gros investissements, et donc il y a forcément des traders. Et il y a le troisième qui est vraiment le fan avec grosse tendance Web3, qui est très très engagé, et qui a envie de, voilà, que sa voix soit entendue par Alpine, et qui puisse voilà, interagir encore plus avec Alpine et faire et acquérir des expériences ou des produits liés à la marque qui finalement lui font plaisir et animent cette passion de la Formule 1, des voitures, de l'e-sport. Et donc c'est un peu ce type de personne-là qu'on souhaite un peu rewarder parce que c'est un peu les fans euh, notre communauté, notre core communauté. Et c'est vraiment celle-ci sur lesquelles on souhaite pousser. Et aussi, comment est-ce qu'on transfère les traders et les holders en, euh, en fans finalement. Ok, et donc là, j'imagine pour vraiment avoir l'activité là sur le participer au vote, tout se passe sur Binance en fait pour l'instant. Exactement. Ok. Il y a une page fan token sur Binance, tu vas dessus et si tu as des tokens, tu peux commencer à voter directement. Il y a parfois des petits jeux, il y a des NFT pour chaque Grand Prix. Donc pour chaque Grand Prix, tu peux récupérer ton NFT gratuit du poster du Grand Prix en fait. Et du coup, pour les collectionneurs, c'est assez sympa. Et puis il y a peut-être des petits cadeaux à gagner, tu peux level up un peu comme dans le gaming en tant que fan et gagner des niveaux, des statuts, des tiers qui vont te permettre d'accéder à des expériences et beaucoup de fun avec la marque. Ok, excellent. Bon, on reviendra après ouais, sur la partie NFT. Alors c'est marrant, il y a quelques semaines, j'avais interviewé Karen Jouve, c'est la CEO Mhm. de Dors 3. Et si je dis pas de bêtises, hein, c'est une agence Web3 qui vous a accompagné dans votre stratégie. Est-ce que tu Ouais, peux un peu expliquer comment vous bossez avec eux et ouais. comment ils vous ont aidé à consolider et mettre en place votre stratégie blockchain sur quel horizon de temps d'ailleurs? Alors au jour d'aujourd'hui, on n'a vraiment pas forcément dévoilé publiquement ce qu'on a travaillé avec Doors 3. Ok, Euh, Aujourd'hui, Karen et ses équipes, elles nous accompagnent sur comment, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a fait pas mal de trucs. Je parle euh, des NFT sur Rave Racing, ça c'est sur la blockchain Polygon. On a fait des NFT et des tokens sur Binance, donc c'est sur la BNBHC, BNB Chain. Et on a fait aussi un drop avec Exclusible et le collectif d'artistes Obius sur Ethereum. Donc, on a un peu foutu la merde. On a un peu passé sur plein de blockchains. Donc, si tu veux, aujourd'hui, nos fans, ils sont un peu dissipés, dispersés. Et aussi, on parle vraiment à une audience qui est vraiment core Web3, quoi. Le mec qui a acheté une Alpine à 110, qui a 60 ans, et qui est fan des anciennes berlinettes, etc. Comment il peut se retrouver même s'il est fan de Formule 1 ou elle est fan de Formule 1, comment ils peuvent se retrouver un peu et bénéficier de ces trucs-là. Et donc aujourd'hui, ce qu'on travaille avec Doors et Karen et ses équipes, c'est comment est-ce qu'on recentralise un peu tout ça. Je sais que c'est la décentralisation, c'est un grand mot, mais comment est-ce qu'on recentralise tout ça pour éviter qu'il y ait plein de plateformes différentes. Aujourd'hui, on a Twitter, on a Discord, on a site internet, on a Binance Fan Token webpage, on a des tokens sur OpenSea, il y a des gens qui jouent sur Racing. Comment est-ce qu'on regroupe tout ça, en fait, finalement, pour que l'expérience du fan, s'ils sont Web 2 ou Web 3, comment ils peuvent se retrouver là-dedans et bénéficier, avoir une expérience avec la marque. Donc c'est là-dessus, c'est sur ça qu'on travaille. Et ok. on travaille voilà, sur pas mal de sujets liés, je pense, autour plutôt de comment on recentralise tout ça autour d'un programme d'engagement. Voilà. Bon, ça sent la marketplace un peu privée pour un peu remettre de l'ordre. Euh, On mais verra ça, ouais. et c'est intéressant, pourquoi vous avez lancé des projets sur plusieurs blockchains? C'était pour expérimenter ces blockchains-là, pour voir un peu le retour sur investissement, pas le retour sur investissement, mais l'attraction Ouais. pour chaque blockchain, voir si les communautés seraient plus Je pense qu'on a fait engagées un dessus. peu. En fait, on voulait pas se lancer dans le truc en disant voilà, nous aujourd'hui on connaît tout Web3. Je pense que il y a très peu de personnes dans la planète qui sont capables de dire ça. Nous, on est une marque Web 2, hein. On fait des voitures qui vont vite sur des circuits, on fait des voitures qui vont vite et qui sont cool à conduire sur les routes de campagne. Bref, c'est pas notre corps métier en fait.
Et on n'a pas vocation à dire on connaît tout sur tout, on va se lancer sur cette blockchain et on bougera pas. L'idée, nous, c'était plutôt de tester des trucs, voir comment ça marche, voir la réponse, et puis ensuite, peut-être de lancer une grosse stratégie. On savait même pas à l'époque si ça allait être un truc qui allait rester ou si ça allait être du court terme, long terme, moyen terme. Et donc, finalement, on a fait pas mal de test and learn et, euh, et ça s'est plutôt bien passé. Des trucs qui sont bien marché, des trucs qui ont moins bien marché. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on a un peu cette discussion pour recentraliser tout ça, parce que il y a un danger aussi, c'est qu'il y a plein de boîtes qui se créent et qui meurent. Tu parlais de FTX, il y en a plein qui se sont créés et qui ont disparu. Euh, donc, est-ce qu'il y a des blockchains qui vont disparaître? Peut-être. Donc c'est un risque aussi de se centraliser sur une seule blockchain. On travaille avec des startups qui, notamment des sponsors de notre équipe e-sport, donc Quant Platform par exemple, qui sont encore un layer one blockchain sur lesquels on travaille sur des cas d'études. Euh, et on n'a pas forcément envie de se recentraliser sur une blockchain, mais c'est comment est-ce qu'on regroupe nos fans plutôt. Donc voilà un petit peu l'état des trucs, c'est plutôt du test and learn. Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est un peu pensé, il y a quelques épisodes, j'avais interviewé le projet de Lacoste qui s'appelle Underwater, le projet Web3. Ouais. Et c'est pareil, j'ai l'impression que voilà, quand tu es une marque qui ne vient pas du monde de la blockchain, et c'est normal, tu as besoin en fait de tester via un POC, un proof of concept, de tester un peu le marché avec un premier projet, voir comment le marché répond avant effectivement de penser à une stratégie plus long terme. Et j'ai l'impression que ouais, c'est exactement aussi ce que vous avez effectué. Et est-ce que par rapport à ce dont tu parlais, les fans qui ont acheté des NFT sur telle blockchain ou telle autre blockchain étaient mécontents ou au contraire ils acceptent et voilà, au contraire ça a permis de regrouper différents fans qui sont sur différentes blockchains au sein du projet parce que voilà sur Ethereum il y a que par exemple des gens d'Ethereum, sur BNB il y a que des gens de la BNB et du coup ça a permis d'attirer des audiences à gauche à droite peut-être. Ouais, après on a créé un Discord, donc c'est là où on voit vraiment nos cœurs de fans. Et c'est là-dessus où ils peuvent échanger sur ce qui se passe sur Binance, ce qui se passe sur la blockchain Ethereum, sur la blockchain Polygon. Mais ça crée quand même des questions du style où est-ce qu'est le futur d'Alpine? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on doit être? Est-ce que finalement ce qu'on a acheté sur Ethereum, ça vaut ce qu'on a acheté en fan token? Donc si tu veux, ça crée des questions et c'est des questions, c'est à nous aussi d'y répondre. Et donc voilà, on travaille avec nos fans, on travaille aussi en interne sur quelles sont les prochaines étapes, quels sont les next steps pour la marque, pour faire quelque chose de cohérent, mais aussi quelque chose de cool parce que on n'a pas envie de créer des choses pour que ça meure dans 2 mois, quoi. Intéressant. Et je te propose peut-être, tu parlais de la collection NFT, vous avez lancé un partenariat avec Obvious qui est un collectif d'artistes, et Exclusible, qui est, on va dire, un studio dans la blockchain qui produit à la fois Ouais, du métaverse, mais aussi des NFT. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu tout le process de bien A à sûr. Z, entre le moment où tu as eu l'idée, il y a eu la prise de contact avec Obvious et Exclusible, à comment vous avez commencé à designer les NFT, dans quel Ouais. but, et vous avez mis sur la blockchain. Ok. Excusable, c'est des gens que je connaissais déjà depuis un moment. Ils font toutes les conférences, ils sont très sympathiques, on s'entend très bien avec eux aussi. Et voilà, c'est des gens avec qui on avait très bien échangé avant et que ça se passait très bien. On n'avait pas eu l'occasion de travailler ensemble. Et Obvious, en fait, c'est chez Alpine, on est fan de compétition sur les circuits, sur nos véhicules, mais on est aussi fan de choses très belles. Euh, et donc, une chose qu'on fait en général, c'est qu'on fait un partenariat tous les ans avec un artiste ou un collectif d'artistes, comme Obvious par exemple. Et donc l'année dernière, c'était l'occasion de faire un partenariat annuel avec Obvious. On a travaillé sur des choses qui sont très très belles et qui font du sens avec notre ADN. Et donc on a créé un véhicule, donc une livrée sur un véhicule finalement qui représente les frottements de l'air euh, euh, sur ce véhicule en fait, sur certains circuits d'un pays en question. Et donc on a commencé avec la France et donc on a pris la plupart des grands circuits français.
Et du coup, on a fait une étude de voir où est-ce que l'air frottait sur le véhicule en question. Et donc, on a mis plusieurs couleurs dessus avec Obvious, et ce véhicule a été exposé à Art Paris derrière. Et donc, on est allé plus loin, on s'est dit pourquoi on ferait pas un truc cool, une collection de NFT, mais en rajoutant quelques pays. Donc, on a rajouté l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Japon, qui sont des pays assez importants pour Alpine aussi. Et donc, pareil, on a rajouté un élément de montagne dans le fond. Et en plus, ce qu'on disait, c'est qu'il y a plusieurs niveaux en fait sur ces NFT. Il y avait un niveau légendaire où si tu achetais ce niveau légendaire qui était unique, euh, tu gagnais une expérience de conduite d'une Formule 1 sur circuit, en plus de tous les autres bénéfices. Le deuxième niveau était un niveau ultra rare. Donc là-dessus, pareil, en série un peu limitée, mais pas one-on-one, tu pouvais gagner en fait une visite d'usine dans l'écurie de F1 Enstone, un mini casque en fait avec le design Obvious et signé par les deux pilotes de Formule 1, des lunettes de soleil en l'édition limitée mais avec un filtre, avec l'art que tu pouvais personnaliser derrière, et pas mal d'autres expériences, et que tu rentrais sur un cercle fermé un peu sur le principe des collections de NFT en général. C'est voilà, tu rentres dans un cercle fermé de fans, qui est un peu top niveau. Et d'ailleurs, on avait 900 NFT gratuits environ, je crois que c'était 900-800, et que tu pouvais aller redeem directement en étant whitelisté. Et ça te donnait, et si tu collectionnais un de chaque pays, du coup, tu pouvais être invité à notre soirée de lancement pour le lancement de notre Formule 1. Il y avait pas mal de trucs derrière, en fait, liés à la collection. Et du coup, c'est toujours des gens qui sont très actifs aujourd'hui sur notre Discord. Ok, excellent. Ouais, j'ai l'impression que du coup, ouais, c'était une collection NFT qui était à la fois mi-œuvre d'art, mi-expérience. Mm. Euh, Exactement. Et encore une fois, là, l'objectif, c'était pas forcément de faire de l'argent. Aujourd'hui, on a zéro bénéfice sur ce type de lancement. L'idée, c'est vraiment d'aller nourrir une fanbase, d'aller montrer qu'on comprend aussi les gens qui s'approprient le Web3, et qu'on comprend un peu la communauté et faire des trucs cool, quoi. Donc, c'était un peu l'idée. et d'ailleurs, enfin, je veux dire, vos concurrents, enfin, les autres écuries de Formule 1 font la même chose. Commencent à s'intéresser au Web3. Vous êtes vraiment les seuls à aller aussi loin pour l'instant. Alors, il y a certaines écuries qui ont un fan token existant. Je pense qu'elles n'ont pas forcément fait correctement. Après, ça, c'est mon avis. Aston Martin et Alfa Romeo, aujourd'hui, c'est un fan token qui ne performe pas aussi bien, hein. C'est 1,5 million de market cap. Maintenant, il y a des choses qui ont été très très bien. Je pense que la collab entre Bybit, qui est partenaire de Red Bull, et Azuki était mortelle. Ils ont fait des choses de très très bien là-dessus. McLaren a fait un tout premier drop qui était quand même assez intéressant. Ils ont une très belle communauté sur Discord. Donc non, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les écuries de F1. Maintenant, je ne sais pas si elles se sont placées autant que nous dans le Web3. Je sais qu'il y a pas mal de marques automobiles qui sont présentes, hein. Mercedes fait un drop en ce moment, Porsche en a fait un aussi, euh, McLaren a ses taux aussi. Donc, on regarde ce que fait la compétition. Après, on veut pas non plus entrer dans le gimmick de faire un drop de NFT pour faire un drop de NFT, mettre des NFT partout pour juste être cool. On essaye de mettre en place notre stratégie pour avoir toujours un temps d'avance finalement, et montrer qu'on comprend la communauté. Ça, c'est vraiment le plus important, en tout cas pour Et c'est intéressant, tu parlais du drop NFT de Porsche nous. qui n'avait pas été sold out, hein, donc Porsche n'avait pas vendu tous ses NFT. Ouais. Et bon, pas mal de. La presse était un peu moquée, entre guillemets, la communauté s'était un peu moquée, alors qu'ils avaient quand même fait des belles ventes, hein. Je crois que c'est au moins 1 million de ventes. Ouais. Vous, quand vous avez fait ce lancement de NFT d'ailleurs, est-ce que c'était une crainte de ne pas sold out la vente de NFT, qu'il en reste, parce qu'en termes d'image, peut-être. Ouais. Et du coup, j'imagine que euh, ça impacte pas seulement le département Web3 de Alpine F1, mais aussi toute la boîte et la communication de la boîte. Donc j'imagine que tu devais un peu prouver en interne que ce serait un succès Ah pour oui, pas. ça donne quelques cheveux blancs, c'est normal. Surtout que la communauté Web3, c'est une communauté qui pardonne pas. Ouais. Si tu te loupes sur un truc, c'est voilà, t'as encore une marque Web2 qui nous prend pour des cons et nous prend pour une boîte à fric, quoi. Et ça, c'est dangereux parce qu'en fait,
on est dans un milieu où on ne peut pas anticiper les dynamiques des prix de l'Ethereum, des prix du Bitcoin, etc. Euh, c'est assez complexe hein, quand même. On vend quelque chose, on est vendeur directement auprès de notre fanbase. C'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place non plus. Euh, et donc, oui, ça donne quelques cheveux gris. Et l'objectif de chaque drop NFT, c'est de sold out. Mais aussi, c'est de délivrer derrière. Et de ce que je sais pour Porsche, c'est qu'ils ont eu, je pense que les développeurs, et j'ai pu les rencontrer plusieurs fois, euh, ont eu quelques cheveux blancs en sortant le truc. Et au final, ils ont fait un super job. Derrière, il y a une belle roadmap. Donc voilà, c'est comment aussi une marque peut se rattraper derrière après avoir eu un moment de difficulté sur un sold out ou non. Et comment t'expliques du coup, j'allais dire l'acharnement médiatique, mais bon, en tout cas, la situation qui s'est passée avec Porsche, pourquoi ils ont pas sold out selon toi, c'est quoi un peu les raisons Il y a une première raison qui est une raison de marché, c'est-à-dire que vendre ce qu'ils veulent vendre au prix sur lequel ils ont voulu le vendre, ça aurait très 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 bien marché fin 2021, début 2022. Euh, le faire fin 2022, début 2023, c'est pas forcément les meilleures conditions de marché. Dire à l'époque, tout le monde, il y avait énormément de spéculation sur les NFT. Et donc, en tant que marque Web 2, en tant que pour te positionner là-bas, tu avais une légitimité et du coup tout partait quoi, parce que il y avait une telle folie autour des NFT. Aujourd'hui, les gens ont compris et sont moins dupes parce qu'il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent en achetant des NFT super chers et qui finalement n'ont plus beaucoup de valeur. Euh, les gens cherchent de l'utilité, vont aller comparer le prix d'un truc via qu'est-ce que tu récupères, etc. Et parce qu'il y a eu tellement de scams et de problèmes sur des drops NFT que bah, les gens sont beaucoup plus méfiants. Euh, le prix de... On n'est plus du tout en bull market. Euh, Porsche était assez évasif sur la roadmap et les utilités. Et donc normal, t'as quelque chose qui est très très difficile et les gens sont encore plus méfiants. Donc c'est difficile de vendre à une communauté que tu as envie de créer, même si tu t'appelles Porsche, quoi. Donc c'est très, très dangereux. Euh, et ça, c'est difficile à comprendre pour des leaders d'entreprise qui sont pas dans le milieu du Web3 et qui disent, voilà, un tel, il a fait un drop NFT, il a sold out. Pourquoi nous, on est Porsche, on est une grande marque, on va sold out aussi, quoi. Alors qu'il y a des conditions de marché qui sont en place et qu'il faut faire attention à ces choses-là. Et vous, est-ce que vous avez connu un peu des galères similaires On a pendant connu des galères similaires, notamment sur notre drop avec Obius et Exclusible, parce qu'on était sur le même type de dynamique de marché, très difficile, où il fallait que on revoie nos prix, on revoie nos packages. On n'avait pas forcément dévoilé toute notre roadmap parce qu'il y avait une petite envie d'avoir de la spéculation sur qu'est-ce qui allait se passer, etc. Et puis finalement, on s'est très vite rendu compte que c'était assez compliqué. Sur notre NFT gratuit, on a eu des cyberattaques tellement il y avait de hype sur le drop. Euh, donc c'est pas toujours simple. Et je pense que j'ai hérité de quelques cheveux gris avec ce truc-là. Mais non, c'est pas toujours simple. C'est une communauté qui est très demandeuse. Donc t'as fini ce que tu devais délivrer et t'as des questions directement sur bon, what next, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les nouveaux bénéfices. C'était là, mais on a tout délivré là. Et en fait non, il faut continuer à faire des choses. Il faut continuer à aller alimenter ta communauté parce que c'est ta communauté qui fait tout dans le Web3. Le Board 8, tu vois, c'est la communauté. Quand tu es un NFT holder, tu accèdes à ce réseau de possesseurs de NFT. Et finalement, c'est des réseaux, des networks, plus qu'autre chose que tu vas aller chercher avec des NFT au final. Donc, il faut vraiment reward ta communauté, leur donner. Et c'est les nouvelles relations entre les entreprises et finalement leurs consommateurs. Ok. Et pour parler aussi du métavers aujourd'hui, vous avez vous avez déjà entrepris des actions où c'est sur la roadmap. Comment toi tu vois les choses? Est-ce que par exemple vous avez, je sais pas, acheté un terrain sur The Sandbox par exemple dans un but précis Ouais, non, nous, on voulait pas trop faire ça. Parce qu'encore une fois, c'est de la spéculation.
Il y a des entreprises qui ont fait ça, je crois que Carrefour a fait ça. Euh, Nous, c'est pas forcément l'ambition parce qu'on n'est pas une marque Web3. Bon, aller chercher, acheter des trucs dans Sandbox, pas forcément. Pour nous, la métaverse, elle existe depuis très longtemps. Ça existe depuis le début des jeux vidéo, en fait. Les jeux vidéo, c'est une métaverse. Et donc, nous, on met des voitures dans des jeux vidéo. Les gens peuvent conduire des voitures. Et donc, est-ce qu'on va changer ça? Peut-être pas. Peut-être qu'on va continuer à mettre des voitures peut-être dans The Sandbox ou dans d'autres métaverses de ce type. Euh, En fait, la métaverse est connectée dans le Web3 à partir du moment où c'est sur de la blockchain, en fait, au final. Euh, donc, c'est interopérabilité de TNFT. Et ce qui nous intéresse plutôt, c'est voilà, comment est-ce que demain je peux conduire mon Alpine dans un sandbox, aller la conduire dans une autre métaverse, tout en pouvant aussi jouer avec sur un autre jeu. Donc, finalement, c'est l'interopérabilité. J'ai un NFT sur mon wallet, mais je peux l'utiliser sur plusieurs univers différents. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour nous. Et pour nous, on voit un peu ça en étant le futur du gaming, où, que tu aies un skin dans League of Legends, tu peux le réutiliser sur Gran Turismo et même aller l'utiliser sur Counter-Strike, tu vois. Donc, c'est un peu l'idée. Après, il faut que ce soit sur la même blockchain, il faut que ce soit des développeurs qui collaborent entre eux. Mais c'est plutôt ça qui nous intéresse sur l'aspect métaverse, plutôt qu'aller créer un Alpine Land, aller dépenser des millions pour aller créer un Alpine Land quelque part, pour qu'il y ait 10 pélos qui aillent se marrer et qui reviennent jamais, quoi. Ouais. Donc, on ne veut pas faire juste un coup de PR ou un coup de marketing parce que ça marche pas. Euh, on n'a pas beaucoup de sous chez Alpine, donc il faut qu'on retrouve euh, et qu'on investisse intelligemment dans nos projets. Et c'est intéressant quand tu parlais d'interopérabilité, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a cette double interopérabilité, que ce soit entre les différents jeux et entre les différentes blockchains aussi. Euh, Exactement. et je te propose de conclure, Guillaume. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur les actualités d'Alpine Ouais, bien sûr. Alors, je sais pas quand est-ce que le podcast sera publié, mais on sort une très belle voiture hypercar ce week-end au 24 heures du Mans. Euh, on sort tout juste un partenariat avec le major de CSGO à Paris pour Blast, donc la dernière Coupe du Monde de Counter-Strike Source, où on était partenaire également. On vient de finir nos Alpine eSport Series Powered by Binance, donc ça c'est une compétition e-sport où tu peux gagner un cash prize, mais sous forme de fan token. Et donc il y a plein de POAP à gagner juste en suivant la compétition. Et donc des tokens, des expériences, des cadeaux, etc. Donc c'est ce type de choses qu'on utilise aussi pas mal pour booster nos compétitions. Et non, il y a un nouveau concept car qu'on a sorti très tôt là, récemment en Angleterre, qui s'appelle A290 Beta, et qui est un peu la genèse de nos futurs véhicules électriques. Donc grosse transition électrique sur Alpine. Et pour finir, un très beau podium à Monaco d'Esteban Ocon. Euh, donc voilà, on est sur tous les fronts. C'est une marque très dynamique. On peut pas tout faire non plus, mais il y a des gens qui sont très passionnés. Et je pense que pour les auditeurs, essayer de suivre un petit peu ce qu'on fait et on essaiera de vous surprendre. Et pour compléter ce que tu disais, alors là, aujourd'hui, on est le mardi 6 juin, et donc ce sera lundi prochain que sera D'accord. Donc diffusé ça y l'épisode. est, ce sera dévoilé. Ouais, c'est bien. Absolument. Et tu parlais de POAP, hein, donc c'est des NFT qu'on appelle Proof of. Attendance Euh, protocole. Ouais. voilà, exactement. Donc c'est une preuve en fait que j'ai assisté à tel événement. Yes. Et une dernière question, ce serait quoi le conseil aujourd'hui que tu donnerais à une entreprise non blockchain qui veut se lancer dans le Web3, que ce soit de manière générale, hein, que ce soit avec les fan Ouais. tokens, les NFT. Euh, alors il y a trois conseils. En fait, c'est marrant parce que ça fonctionne pareil à peu près qu'une entreprise qui essaie de sponsoriser l'e-sport. C'est pour les key success, c'est entourez-vous des professionnels qui connaissent le milieu. Ayez pas le, le- soyez pas trop, soyez humble en fait. Soyez humble en tant qu'entreprise Web 2. Faites-vous accompagner par les professionnels, donc les agences, les personnes qui connaissent le milieu très bien. Essayez de comprendre la communauté que vous allez chercher. Il y a des communautés différentes sur des blockchains différentes. Il y a des personnes qui sont différentes sur des métaverses que sur des drop NFT. Donc voilà, essayez de pas d'aller chercher la communauté Web3 sur Facebook, par exemple. Ils sont pas là. Euh, donc voilà, essayez de comprendre la communauté, entourez-vous de professionnels et utilisez votre ADN en fait, votre ADN de marque, vos points forts, et recherchez en quoi
votre ADN de marque peut être utile à cette communauté. Moi, c'est les 3 conseils que je donnerais. Ok, super conseil. Merci Guillaume, c'était très cool d'en savoir plus sur Alpine F1 et hâte de suivre l'actualité des prochains circuits. Super, merci Gary. Merci.